Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes puisqu'il y a quelques trucs plutôt jolis qui approchent. Je vais vous faire un petit tour aussi de mon studio peinture, montage. Non pas parce que j'en suis fier, parce que c'est tout pourri, c'est plus pour vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas besoin d'investir dans des milliards d'euros de matos pour faire des figurines qui rendent globalement plutôt pas mal. Je vous parlerai aussi de la Paris Wargame Expo qui aura lieu en octobre, ils ont lancé les inscriptions, et donc je voulais vous mentionner un petit peu ce qui était prévu pour ça. On va parler des sorties de figurines, quelques-unes que j'ai pas encore couvertes pour Warhammer 40 000 et autres, et évidemment on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, pour les précommandes de cette semaine, c'est surtout du Old World, puisque vous allez pouvoir précommander les nouveaux dragons du chaos qui sont, personnellement en tout cas je trouve, absolument magnifiques. C'est pour moi parmi les meilleures sculptures qu'on ait vues de la part de Games depuis très très longtemps. Je sais qu'il y a de beaux dragons chez AOS, mais ils ont un look ultra cartoon, type dragon qui parle façon Eragon, alors que là on a un dragon qui a une tête de dragon, et moi j'aime beaucoup mieux ça par exemple que les gros dragons d'AOS, je les trouve beaucoup plus cool. Vous avez deux variantes également, vous avez le dragon avec Seigneur du Chaos ou le dragon avec Sorcier, et du coup la figurine que vous ne mettez pas sur le dragon, vous pouvez l'assembler en version à pied, donc vous ne perdez pas entre guillemets de pièces dans la boîte, ce qui est très cool. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'options pour les dragons eux-mêmes, je vois des cornes là qui n'ont pas l'air d'être les mêmes sur les deux, donc il y a peut-être quelques options de tête pour le dragon, mais ça a l'air d'être à peu près tout. Donc peut-être pas beaucoup de variété en termes de pose, je pense. Cela dit, je trouve la figurine vraiment fantastique, superbe. Vous pouvez aussi commander les champions du chaos individuellement qui étaient dans l'espèce de bataillon, la boîte Battle March je crois, et qui sont dans la boîte de lancement aussi, la nouvelle boîte Old World de KT contre Chaos. Donc vous avez un porteur de bannière ou grande bannière si c'est comme ça que vous voulez le jouer, et puis un champion à cheval. Là encore des figurines très détaillées, très jolies, ils ont choisi un style de peinture très peu contrasté, on va dire, très peu coloré, ce que j'aime beaucoup, moi, pour le chaos, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils en ont rien à foutre de leur apparence, tout ce qu'ils veulent, c'est être protégés. Ça a l'air de fonctionner plutôt très bien visuellement. Vous avez aussi les guerriers du chaos à pied qui sont très cool, et à mon sens, avoir les tailles de figurines, mais j'aimerais bien comparer une taille de figurine guerrier du chaos et une taille de Space Marine du chaos à 40 000, parce que quand j'ai commencé à jouer, il y a bien longtemps, en fait, souvent on utilisait les guerriers du chaos à pied pour en faire un peu des champions du chaos à 40 000 parce que ils avaient des armures très lourdes, ils avaient des belles capes, vous remplaciez le casque par un casque plus Space Marine du chaos, vous aviez des trucs, et les bras évidemment avec des armes plus 40 000, vous avez des trucs très cool. J'aimerais bien voir quel est le potentiel de conversion entre ces chevaliers du chaos ici, ces guerriers du chaos, et des légionnaires à 40 000. Les poses sont peut-être un peu plus statiques parce qu'elles sont faites pour être collées sur des socles carrés, mais au global, je pense que ça serait plutôt cool de regarder en termes de taille, est-ce que ça passe ou pas. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà leur bataillon de lancement, leur boîte de lancement Old World, je sais plus si elle avait déjà été précommandée. Mais si vous pouvez comparer avec un Space Marine du Chaos, ça sera assez cool de voir un peu la différence de taille, ouais. Vous avez les Chevaliers du Chaos à cheval, du coup, évidemment, avec toute la partie commandement, et évidemment, vous pouvez les faire sans rien, donc très jolie figurine aussi. Et une armée, enfin les deux boîtes du coup Battle March qui vont vous permettre d'acheter une armée, c'est environ 500 à 700 points je crois qu'il disait, pour Katai, et la même chose pour les Chevaliers du Chaos, vous allez retrouver justement ces guerriers du Chaos, les Chevaliers du Chaos, des maraudeurs également, et un sorcier, alors que pour Katai vous avez de la cavalerie, de mémoire c'est les Gezail, non c'est les canons grues, et là c'est les Gezail ou l'inverse, vous avez un seigneur sur Longma, et évidemment les petits guerriers de Jade aussi, qui sont très beaux, ça c'est des... Du coup vous avez deux boîtes de lancement avec des figurines toutes neuves, toutes belles, toutes propres. Ils ont aussi annoncé des boîtes Battle March pour les autres armées, mais qui pour l'instant ne contiennent que les anciennes figurines, puisque ces armées n'ont pas forcément été revues beaucoup en termes de look. Donc moi je regardais la boîte Elfe Sylvain, il y a plein de figurines qui sont très belles dedans, il y a quand même les archers de base qui mériteraient un bon coup de réflexion quand même si le reste globalement de la gamme est pas dégueulasse. Il y a un petit bouquin Arcane Journal évidemment aussi, les cartes qui vous permettent d'avoir tous les sorts et les effets magiques, donc ça c'est sympa parce que ça rappelle un peu les vieilles versions de Warhammer Fantasy, c'est plutôt cool d'avoir le papier. On a quelques trucs pour Blood Bowl sur lesquels je vais pas m'éterniser, même si, cela dit, là encore, en termes de potentiel de conversion, vous voulez un Ogryn avec un look un peu débile à 40 000, ou un ogre pour Warhammer Old World, bah vous avez un truc plutôt sympa. Idem si vous cherchez un Minotaur un peu funky, que vous voulez faire un enfant du chaos, un truc comme ça pour 40 000, je pense que ça fait le taf. Les Raogres, bah rien ne vous empêche de prendre celui-là et de le mettre dans votre armée de Skaven à Age of Sigmar par exemple. Évidemment, tout ça fonctionnera très bien pour de la conversion.
Bon, rien de spécial pour Warhammer 40 000, évidemment. J'imagine que les prochaines grosses sorties pour 40K, ça sera plutôt le Codex Orc qui a priori sera le premier, avec du coup tout un tas de figurines refaites, notamment certaines figurines qu'on verra un petit peu plus tard. Il y a un nouveau Senior Orc qui a été annoncé, que j'étais passé complètement à côté dans mes récaps précédents, donc je vous en parlerai un petit peu après. Maintenant, le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était tout ce qui était ma station de peinture et de hobby. Alors, vous avez tous vu à la fin de mes vidéos chaque semaine que je ne suis pas un grand peintre, hein. Je n'ai pas de velléité de faire des figurines absolument splendides, magnifiques. Je sais très bien que je n'aurai jamais le niveau de plein d'autres peintres parce que je n'ai pas forcément envie de passer le temps sur chaque figurine pour le faire. Moi, mon objectif quand je peins, c'est d'avoir un rendu qui est propre. Je veux essayer d'éviter au maximum des couleurs qui débordent ou qui bavent. Je veux que tout soit ombré, au moins avec une encre. Des fois, c'est moi qui fais l'ombrage à la main. Je veux que tout soit éclairci à minima, là où la lumière prend les couleurs. Et je veux que le rendu sur la table, voire même quand vous tenez la figurine comme ça à la main, soit plutôt propre. Et c'est tout. J'essaie pas de faire des dégradés de malade, j'essaie pas de faire du Golden Demon, évidemment. Et vous le voyez bien toutes les semaines, ce que je fais, c'est, on va dire, ce qu'on appelle du tabletop plus, hein, c'est standard table de jeu, un petit peu au-dessus de juste trois contrastes. Mais globalement, c'est pas magnifique. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut atteindre ce résultat-là sans avoir des outils absolument phénoménaux, parce que quand vous allez voir ceux avec quoi moi j'assemble et je peins, vous allez vite vous rendre compte que j'ai pas dépensé beaucoup d'argent dedans. D'ailleurs, hein, si vous voulez voir un peu les trucs que je considère les plus ratés de ma collection et les figurines que je trouve les plus réussies, j'ai fait des vidéos il y a plusieurs mois de ça là-dessus justement. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne où je vous ai mis les liens dans la description aussi. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur, voilà, ça vous donnera un peu ce que je considère que j'ai mal fait et ce que je considère avoir plutôt bien réussi et vous verrez que mon niveau de peintre il est pas, voilà, c'est pas phénoménal, hein. Bon, du coup, déjà, moi j'ai de la chance de travailler de chez moi, hein, puisque mon métier principal c'est YouTuber. Alors, c'est pas cette chaîne Warhammer qui paye les factures, c'est une chaîne qui parle de Linux, qui s'appelle The Linux Experiment, qui a 430 000 abonnés et des brouettes que je fais depuis 8 ans. Donc, c'est mon travail à temps plein. Et donc, j'ai un bureau pour travailler, et dans ce bureau, j'ai la place d'avoir une petite table dédiée pour tout ce qui est assemblage et peinture. Quand je dis petite, c'est petit, hein, c'est un petit bureau de mémoire Ikea méga basique. Mais bon, il rentre tout pile dans la pièce et ça me permet d'avoir mon petit coin à part pour pas avoir besoin d'enlever et de remettre les choses. Je sais que ça c'est un gros frein souvent pour pas mal de monde, parce que quand il faut commencer à peindre, si vous avez que 20 minutes, le temps de sortir vos boîtes de peinture, de les poser, de sortir votre gobelet, de mettre votre palette, votre machin, en fait il vous reste déjà plus que 10 minutes pour peindre et ça vaut pas la peine et vous le faites pas du coup au final. Donc c'est vrai qu'avoir un coin dédié pour peindre c'est ultra pratique et ça pour le coup c'est vrai que c'est un vrai privilège. Maintenant, ce coin, il est divisé en deux, du coup, ce petit bureau là. Il y a un coin dans lequel je fais tout ce qui est montage, assemblage, collage, conversion, et un coin dans lequel je fais peinture. Le coin montage, assemblage, c'est tout petit. J'ai juste un vieux tapis Army Painter là qui est en néoprène très épais là, qui me permet juste de découper. C'est surtout utile pour quand je fais des conversions, pour éviter de défoncer le bureau avec mon scalpel, quand j'essaie de couper un bout de main ou un bout de bras bien net, bien droit, donc sans utiliser la pince au scalpel, beaucoup plus simple d'avoir un petit tapis comme ça, et quand vous renversez un peu de colle, qu'il y a des trucs, vaut mieux que ça aille sur le tapis plutôt que sur le bureau, même si le bureau est complètement destroy, bon voilà, on va essayer d'éviter de l'abîmer un peu plus. C'est un tapis qui coûte que dalle, vous noterez qu'il n'y a aucun lien affilié, aucun truc, j'essaie pas de vous vendre des produits, hein, c'est pas du tout pour vous dire ce que j'utilise c'est bien, au contraire, c'est pour vous montrer qu'avec du matos cheapos, vous pouvez faire des trucs qui fonctionnent parfaitement bien, donc ne cherchez pas de lien d'achat, il y en a pas, hein. Je pourrais probablement trouver certains de ces produits sur My Hobby Place évidemment, mais il y aura pas de lien affilié Amazon, je sais pas quoi, parce que voilà, ça vaut pas le coup, c'est des produits ultra basiques que vous pouvez trouver partout, et vous n'avez pas besoin d'acheter la même marque que celle que moi j'utilise. Donc pour tout ce qui est assemblage, j'utilise les pinces de Games Workshop, c'est les mêmes depuis 4 ans maintenant, ça bouge pas, ça marche très bien, ça coupe, hein, voilà, ça enlève les bouts de plastique de la grappe, là encore, il y en a des moins chers qui font le travail très très bien, c'est juste que je l'ai eu dans le kit de base. J'ai acheté un scalpel par contre pour ébarber, plutôt que d'utiliser les barboires de Games, parce que je trouvais que celui-là il marchait vraiment pas bien, il avait plutôt même tendance à abîmer les détails des figurines, alors qu'avec une lame de scalpel, je peux être beaucoup plus précis pour vraiment retirer les lignes de moulage qui m'embêtent le plus. Évidemment, attention aux doigts, c'est une vraie lame de scalpel qui coupe, donc voilà. Et j'utilise actuellement la colle Tamiya, la Thin Cement, là, c'est une colle super liquide qui marche plutôt pas mal. Elle colle moins bien que la colle de Games Workshop dans mon expérience. J'ai beaucoup plus de membres, de têtes et de petits bouts qui se décollent depuis que j'utilise la colle Tamiya par rapport à la colle Games. Je pense qu'elle fusionne moins bien le plastique que celle de Games. Cela dit, elle est beaucoup plus facile à contrôler puisque vous avez un petit pinceau qui vous permet juste d'étaler la colle où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire tomber une grosse goutte qui des fois est beaucoup trop grosse, qui va couler partout. La colle de Games marche très bien, mais elle est vachement plus chère, vous en avez moins, et vous avez ce petit tube en métal qui souvent se bouche. Alors petite astuce, si vous restez avec la colle de Games, pour déboucher ce petit tube en métal, vous l'enlevez du truc en plastique,
vous le prenez avec des petites pinces et vous mettez un coup de briquet dessus. Ça va fumer la colle en fait qui est à l'intérieur, ça va la dégager et vous allez le libérer comme ça. Pas besoin d'essayer de déboucher avec une épingle qui ira jamais jusqu'au bout. Vous passez un petit coup de briquet, ventilez bien la pièce évidemment pour pas vous enfumer avec des vapeurs toxiques de colle fondue, parce que je pense que c'est pas très bon pour la santé, mais ça va vous le nettoyer direct. Tenez pas le tube à la main non plus, vous allez vous cramer, il chauffe super vite, c'est un tout petit tube métallique donc vous allez vous brûler. Voilà. Bon, tout ce qui est superglue pour coller résine et pièces de conversion, c'est de la superglue de base achetée sur Amazon qui marche très bien avec un petit spray activateur pour être sûr que ça colle vraiment vite. J'utilise aussi pour mettre les aimants sous mes socles pour les trimballer sur des plateaux de mouvement parce que c'est beaucoup plus facile que de mettre ça dans de la mousse et de faire gaffe à ce que tous les petits pics soient pas pétés. Et puis dans ce coin-là, j'ai aussi tout le matos de soclage qui est méga basique puisque en fait mes socles, moi j'aime bien quand ils sont super simples. Ce que j'aime c'est que le socle mette en valeur la figurine. J'ai pas envie que le socle soit un point focal du regard, donc j'aime pas mettre beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, beaucoup de cailloux, beaucoup de machins. J'aime que la figurine soit la pièce centrale. Donc mon socle en général c'est peinture texturée, brossage et une ou deux petites touffes d'herbe, enfin autant de touffes d'herbe qu'il en faut pour combler un peu les trous dans le socle. C'est ultra rare que je colle autre chose sur mes socles, je les aime vraiment basiques, super basiques. En plus, je n'aime pas passer du temps à faire des socles. Moi, j'aime les figurines, mais alors fabriquer un socle et tout, c'est pas mon délire. Et voilà, j'aime pas les socles trop chargés avec des rochers, des cailloux, des machins partout, parce que bah, bon, c'est pas mon truc, quoi. Tout simplement, esthétiquement, c'est pas ce que j'aime. Et c'est tout, voilà. Ça, c'est mon coin assemblage, montage. C'est là où je fais mes conversions. J'ai tous mes petits rabios et mes pièces en plus dans le petit placard à côté, qui sont un peu en vrac, voire même encore sur grappe des fois. C'est pas très bien rangé, c'est pas très bien traité, mais je m'y retrouve à peu près quand j'ai besoin de faire une conversion, donc ça me suffit très très bien. Maintenant, le coin peinture, comme vous pouvez le voir, lui, il est dégueulasse. Hein, c'est tout sale partout, c'est tout pourri, parce que bah, je m'en fous, en fait ça marche, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup mieux. Donc en gros, moi ce que j'utilise, c'est cette espèce de petite station, ça c'est le seul truc sur lequel j'ai un peu investi, c'est cette station qui me permet de poser les pots de peinture. Parce que les avoir tous en randonnion derrière l'endroit où je peins, où ça peut rouler, tomber, se renverser, ça me saoule, donc j'aime bien les mettre dans les petits ronds là qui sont faits à cet effet. Ça coûtait pas des milliards à avoir, ça suffit pour mettre quasiment tous les... Enfin, d'ailleurs toutes les peintures dont je dispose. J'utilise un vieux verre à moutarde en guise de gobelet pour l'eau parce que ça marche très bien. Et pour ma station de peinture, bah, j'ai pas de palette humide ou quoi que ce soit. J'utilise la boîte en plastique du kit de base des peintures Games Workshop parce que bah, vous avez des petits trous là où vous mettiez vos pots de peinture. Et bah, vous pouvez mettre la peinture dedans. Et comme c'est du plastique avec un peu d'eau, bah, en fait ça tient relativement bien dessus. Moi je peins avec des peintures souvent beaucoup diluées à l'eau. Je préfère mettre 3 ou 4 couches d'une peinture très diluée plutôt qu'une grosse couche très épaisse pas dilué, donc ça a tendance à pas sécher des masses, en fait. Donc ça fonctionne très très bien comme ça. Pour moi, j'ai pas de palette humide ou autre. Je sais que certains adorent ça. Moi, j'ai jamais vraiment essayé parce que cette méthode me convient très bien. Et après, bah, là où j'essuie mon pinceau, c'est un bout de sopalin ultra basique. Et sinon, j'ai un vieux magazine de jeux vidéo, je crois que c'est Edge Magazine, qui me sert juste à poser les figues pour pas dégueulasser complètement la station de peinture. Sauf qu'en fait, elle est déjà complètement dégueulasse parce que j'ai renversé 12 000 fois de la Grax, du Null Oil et tout ce que vous voulez dessus. Donc c'est tout taché et tout vilain. Faudra peut-être qu'un jour je trouve un moyen de, voilà, peut-être mettre un coup de bombe de peinture blanche dessus pour la remettre un peu au propre, que ça soit un peu plus joli. On verra si un jour j'ai la motivation. Et en termes de pinceau, eh ben c'est pareil, j'investis dans rien qui vaut cher parce que dans mon expérience, tous les pinceaux que vous achetez, si vous avez un style de peinture un peu bourrin comme moi, où moi je sous-couche, je barbouille les couleurs de base en essayant de dépasser le moins possible, mais en gros, si je sais que je vais recouvrir avec une autre couleur après, qui va masquer, je m'en fous d'avoir débordé avec ma première couche ou avec ma deuxième couche, parce que de toute façon, ce sera recouvert après par une autre couche de peinture. Donc j'ai tendance à barbouiller, et du coup, les poils du pinceau bah, souffrent, hein, à frotter contre du plastique, des arêtes, des machins, et donc du coup, bah, même un pinceau très haut de gamme qui coûte cher, il va être complètement mort en l'espace de 3 à 4 semaines. Donc j'achète des pinceaux ultra pas chers sur Amazon, des machins vraiment basiques où il y a un peu toutes les tailles, et donc j'en ai pour faire des encres avec des gros poils longs, j'en ai avec des poils plus fins pour aller faire des détails, ça me suffit largement. En ce moment j'aime bien ceux-là, c'est la marque Heller, c'est ma copine qui me les a achetés chez Leclerc, et qui marche très très bien pour faire à la fois du détail moyen ou du détail fin quand vous n'avez pas complètement niqué la pointe. Quand ils sont morts, j'en achète une nouvelle petite boîte, ça me coûte genre 5 balles ou 10 balles pour 5 ou 6 pinceaux, ça coûte que dalle, et c'est largement suffisant pour peindre à un niveau très convenable. Vous n'avez pas besoin d'acheter des pinceaux de je sais pas quelle marque à 30 balles pièce ou les pinceaux Games. Ils s'abîmeront tout aussi vite et vous serez pas forcément plus précis avec. Donc moi personnellement en tout cas, dans mon expérience et vu comment je peins, je préfère acheter des trucs pas chers parce que de toute façon ça sera flingué en 4 secondes. Bon, l'autre truc sur lequel j'ai un peu investi, mais c'était un cadeau de Noël de ma copine aussi, c'est cette espèce de lampe en arc de cercle là qui vient se mettre par-dessus là où on peint et qui est super pratique parce que vous avez un éclairage
par le dessus qui couvre tous les côtés de la figurine. Et donc quand vous peignez, c'est vachement plus simple de pas vous faire de fausses idées sur qu'est-ce qui est ombré, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que si vous peignez avec une lumière unidirectionnelle, il y a des fois, vous avez, déjà, soit elle vient dans le dos de la figurine, donc vous voyez pas ce que vous peignez, soit elle doit être au-dessus de votre tête et elle éclaire que le dessus de la figue. Là, vous avez un éclairage sur les côtés et le haut, et du coup, en faisant juste pivoter la figurine de droite et de gauche, vous voyez très bien qu'est-ce qui a vraiment une ombre, qu'est-ce qui a un effet qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'est un truc, je sais même plus quelle est la marque. Je crois que c'est Green Stuff World, peut-être, un truc comme ça. Mais voilà, ça coûtait pas 10 milliards. De mémoire, elle a dû l'acheter sur Myobi Place, mais je sais même pas. Je pourrais pas vous donner le lien. Mais vous trouverez, ça existe partout. C'est des lampes à assembler vous-même. Vous avez un bandeau de LED à coller au milieu. Et puis voilà, c'est terminé. C'est ultra simple à utiliser. Et ça marche très très bien. Et ça coûte pas des milliards. Et enfin, pour tout ce qui est sous-couche, alors j'utilise les bombes de sous-couche de Games. Je sais que plein de gens utilisent des trucs vachement moins chers sur Amazon. Moi, j'ai toujours eu peur que la sous-couche avec d'autres bombes de peinture soit trop épaisse. Donc j'ai jamais essayé, en fait, parce que j'ai pas envie de ruiner une figue, mais en fait, il y a plein de gens qui ont l'air d'utiliser des bombes beaucoup moins chères qui viennent d'autres marques et qui sont très très bien aussi. Bon, moi j'utilise de toute façon que une bombe noire, Chaos Black, ou la bombe Racebone, parce que j'aime pas le blanc pur, j'aime bien avoir une base un petit peu plus blanc cassé. Je trouve que ça fait ressortir les couleurs un tout petit peu mieux, et les couleurs sombres que vous peignez dessus ont tendance à mieux ressortir aussi, sans avoir ce côté, il faut peindre 5 couches pour que ça masque vraiment le blanc. Donc j'aime bien le faire comme ça. Si je veux un rendu très vif en termes de couleurs, j'utilise Racebone. Si je veux un rendu plus terne, j'utilise Chaos Black. Ça dépend des armées, ça dépend des figurines en fait, tout simplement. De temps en temps, j'utilise une bombe LED Belcher pour tout ce qui est un exosquelette métallique. Parce que du coup, ça permet d'avoir déjà cette base, et souvent c'est les pièces qui sont chiantes à aller peindre au pinceau en dessous de la figue, sous le socle, etc. Donc avec la bombe de peinture, c'est un peu plus facile de les atteindre. Par contre, la bombe LED Belcher est pas très brillante en termes de qualité métallique, donc j'ai tendance à refaire tout un brossage de LED Belcher par-dessus pour donner tout de suite des arêtes plus brillantes, parce que sinon c'est très terne, ça fait plus gris sombre que vraiment métallique souvent. Et c'est tout ce que j'utilise pour le montage et la peinture, il n'y a pas d'outil caché, j'utilise pas d'aérographe non plus, parce que j'aime pas le rendu visuel de l'aérographe, je trouve que ça fait pas travailler, enfin je sais pas comment dire, c'est pas pour critiquer ceux qui l'utilisent, parce qu'il y en a qui ont des rendus magnifiques, mais je trouve qu'en règle générale, quelqu'un qui utilise l'aérographe de base, ça fait un rendu un petit peu bateau, et en général on se contente du coup de se dégrader à l'aérographe qui est pas retravaillé, et moi je préfère utiliser un truc comme du water blending, ou même juste peindre moi-même petit à petit les couches, parce que ça fait un effet plus contrasté souvent que j'aime mieux que le côté très lisse du coup de l'aérographe. Moi je recherche pas ce côté lisse, je recherche ce côté plus marqué que je trouve plus facile à avoir au pinceau. Et puis surtout l'idée d'avoir un compresseur, un masque et un machin qui fait bzzz quand je peins, c'est pas mon idée de la relaxation. Moi je peins pour me détendre, et c'est vrai que du coup ça permettrait probablement d'avoir des résultats beaucoup plus rapides, mais ça serait pas aussi plaisant à faire que de peindre au pinceau. Non, ceux qui peignent à l'aérographe, aucune critique. C'est nettement plus efficace probablement, et nettement plus réussi que ce que moi je fais, ça n'est qu'une préférence personnelle. Bon, tout ça pour dire que voilà, vous n'avez pas besoin d'investir des centaines ou des milliers d'euros dans du matos de peintre nec plus ultra, ce qui compte plus c'est justement la répétition. Au fur et à mesure que vous peignez, vous serez plus précis, plus efficace, et plus vous peindrez en plus, et moins le matériel aura d'importance, parce que vous pouvez être précis avec un pinceau tout fourché, tout courbé, quand vous savez ce que vous faites, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une pointe nickel incroyable, et une peinture méga diluée, une super palette. Vous pouvez peindre avec du matériel très très basique, ne vous sentez pas obligé de surinvestir là-dedans. Bon, ensuite, je voulais vous parler de la Paris Wargame Expo. Alors, c'est un événement qui a lieu au Paris Event Center le 17 et 18 octobre 2006. C'est organisé par la FEC, donc la Fédération Française de Warhammer 40 000. C'est eux qui gèrent la majorité des événements compétitifs, et évidemment aussi qui travaillent avec l'équipe de France, pour envoyer l'équipe de France pour les compétitions diverses et variées, notamment le WTC qui va avoir lieu sous peu. Alors, vous avez évidemment des événements compétitifs, il y a un Open en solo avec 5 rondes, 512 personnes, et évidemment des Golden Tickets à gagner qui vous permettront d'aller participer à des compétitions encore au-dessus organisées par Games. Vous avez un tournoi 2v2 à 300 équipes et 4 rondes, donc vous allez jouer 4 parties dans le week-end. Vous avez un événement narratif à 2 avec 100 équipes, vous allez jouer 4 parties sur un environnement narratif justement. Et vous avez aussi un tournoi par équipe, donc vous avez des équipes de 5 joueurs qui s'affrontent avec 5 rondes, donc 5 parties sur le week-end. Et il y a jusqu'à 40 équipes qui peuvent s'inscrire aussi.
Quand vous inscrivez, évidemment, vous avez le petit déjeuner et le déjeuner inclus, plus un petit pack de goodies. Mais si le compétitif ne vous intéresse pas trop, bah, vous avez aussi des événements hobby. Vous avez un open de peinture qui va vous permettre de faire une petite compétition. Vous pouvez présenter autant de figurines que vous voulez pour les frais d'inscription et essayer du coup bah, de prouver votre talent de peintre. Donc peut-être que c'est là qu'il faut sortir votre matos à 3000 balles pour essayer de faire des trucs plus jolis que ce que moi je fais, clairement. Et puis vous avez aussi un challenge hobby qui va vous demander de faire du kit badge, donc de la conversion, du modélisme, de la peinture sur le week-end. Vous repartez avec ce que vous avez fabriqué sur place. Ça inclut le petit déjeuner et le déjeuner si vous participez. Donc voilà, plein de choses super intéressantes. Si vous jouez pas à 40 000, il y a aussi des événements pour Age of Sigmar, un open solo, du 2v2 et du narratif aussi. Il y a aussi du Old World qui sera fait en tournoi, du Blood Bowl et du Underworlds, mais aussi du Kill Team et du narratif Hérésidorus, avec même une partie Apocalypse. Bon, c'est un événement gigantesque, hein, vous l'avez bien compris, où n'importe qui peut venir et jouer et se marrer, ou juste passer pour voir et dire bonjour aux gens. Vous avez une énorme boutique officielle Games Workshop avec des figurines, des exclusivités, du Forge World, du merch, des t-shirts, des choses comme ça. Vous avez des boutiques indépendantes, vous avez des buvettes évidemment si vous voulez boire un coup avec les copains, des repas, etc. Donc ça a lieu le 17 et le 18 octobre de cette année, bien sûr, c'est à Paris, bien entendu. Vous avez le lien d'inscription dans la description, si ça vous botte, vous pouvez vous y rendre et rencontrer plein de gens très très cool, participer à des tournois si vous avez envie, faire du hobby, discuter avec des gens, c'est ce genre d'événement qui fait aussi vivre la communauté, donc voilà, je voulais vous en parler, et puis je mettrai une petite piqûre de rappel dans quelques mois, parce que c'est en octobre, il y a encore un petit peu de temps, peut-être d'ici un mois, je vous en reparlerai encore à ce moment-là, et je vous dirai si j'y vais ou pas, parce que pour l'instant j'ai pas encore tranché, est-ce que je m'y rendrai ou pas, ça m'attire bien, mais je sais pas si les dates vont pouvoir coller avec mon boulot, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, le lien, bien sûr, dans la description, inscrivez-vous si vous avez envie. Bon, on va parler vite fait de quelques sorties de figurines, je suis passé un peu à côté, enfin je l'ai vu mais j'en ai pas parlé dans une vidéo. On a ici, enfin de mémoire, hein, peut-être que j'en ai parlé dans... Non, je crois pas. On a Nazdreg, Urtgrub, donc une espèce de légende un peu de l'univers de Warhammer 40 000, qui est un peu le plus méchant de tous les Bad Moons, donc qui est en méga armure. Alors, je le trouve intéressant parce que ça nous donne une idée de où il pourrait aller justement avec les méga nobs et de nouveaux orques en méga armure. Je trouve que là on a un look qui est très cool pour ce Bad Moon. Donc évidemment, il a un méga flingue monstrueux et une bonne grosse pince bien géniale. Il a un look absolument phénoménal. J'aime beaucoup la figurine qu'ils ont produit. Bon, ça c'était la première figurine qu'ils en ont faite, qui est évidemment un petit glow-up quand même entre les deux. Bon, vous avez une magnifique bannière, une espèce de cape en peau de bête, tous les câbles et les machins que vous pouvez espérer d'une méga armure. On a un look qui est sympa, beaucoup mieux que les nobs en méga armure actuelle, ce qui est normal parce qu'ils sont extrêmement vieux. Mais voilà, on a une pose un petit peu plus dynamique, un peu moins cubique finalement peut-être, et qui montre aussi que la méga armure, bah, c'est pas non plus que des plaques d'armure, il y a un peu de piston, il y a un peu de machin, ce qui était je trouve moins voyant sur les anciens méga nobs. Donc, je trouve que là on a un look qui est vraiment sympa, alors évidemment c'est un personnage nommé, hein, donc il aura forcément une pose et un look plus détaillé que de futurs méga nobs qui sortent, mais ça donne une bonne idée de comment ils peuvent rafraîchir un peu ces figurines-là dans le futur, et je trouve ça très sympa. Bon, en plus, il a un profil très cool, puisqu'il peut mener des méga nobs, il a la frappe en profondeur, il a un custom blasta qui tire soit en mitrailleuse avec 6 tirs en 9-1-2 qui touche à 4, mais qui est à risque, soit un shoota 4 tirs 5-1-1 avec touche fatale, sauf monstre et véhicule, et tir rapide 2. Ça a l'air d'être un truc qu'on va retrouver à peu près partout sur les fiches orc, sur tout ce qui est shootas, le gars, donc les flingues, les gros flingues, les calibres, tout ça vont avoir a priori touche fatale, sauf contre monstres et véhicules. Ce qui peut leur donner un petit peu plus de punch aussi au tir, sans forcément leur faire une touche à 3+, ce qui n'aurait aucun sens. J'aimerais bien que le tir orc fonctionne, mais c'est pas en les passant en touche à 3 que ça serait logique. Et ensuite, il a un profil lance-flamme pour son custom blasta. Là encore, c'est 3 tirs avec déflagration et torrent. J'ai l'impression, de ce qu'on voit, que tous les profils lance-flamme en V11 vont être modifiés pour retirer le D6, et qu'à la place, on aura un déflagration et 3, enfin, un nombre d'attaques fixe. Ça a l'air d'être 3 pour les lance-flammes de base. On verra ce que ça donne sur d'autres profils. Au corps à corps, c'est 6 attaques en 5-1-1 qui sont des extra attaques avec cleave, donc c'est abattage 1, donc chaque tranche de 5 figurines, vous avez plus une attaque. Et il a aussi 5 attaques, force 12, PA-2, dégâts 3, jumelées, et là aussi avec abattage. Donc il va mouliner à peu près n'importe quelle infanterie qu'il a en face de lui, après l'avoir bien dégommé au tir. En plus de ça, il vous donne la WAG une fois par round par armée, c'est-à-dire que n'importe quelle unité
dans les 6 pouces de cette unité sera désébranlé, perdra son statut ébranlé, et en plus sera riled up, donc énervé. Ça, c'est la nouvelle règle qui va être dans le codex Orc en V11. C'est qu'en gros, quand vous déclenchez la WAG, toutes vos unités sont énervées, et quand vous êtes énervé, vous avez les bonus de la WAG. Donc lui, il va pouvoir donner les bonus de la WAG directement sur une unité à 6 pouces de lui, une fois par round, ce qui est monstrueux, parce que ça peut vouloir dire que ces méga nobs ont la WAG littéralement tous les tours de jeu. C'est assez génial. En plus, il a la frappe en profondeur. Au tir, il ignore le couvert, donc il touchera à 4, sauf si vous lui mettez un -1 pour toucher. Et ces méga nobs aussi, qui tirent, toucheront eux à 5 du coup. Et en plus de ça, si l'ennemi s'approche dans les 8 pouces, vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces ou un mouvement normal de jusqu'à 5 pouces si vous êtes riled up, donc énervé, donc vous êtes en WAG, ce qui sera probablement le cas quasiment tous les tours. Bon, très belle fiche, très beau profil et super figurine en plus, donc vraiment très cool. Endurance 7, ça veut peut-être dire que les méga nobs seront en du 7 maintenant, de mémoire ils sont en du 6 actuellement, avec une invulnérable à 5 et une sauvegarde à 2. À voir si l'invulnérable à 5 est sur tous les méga nobs ou si c'est juste ce personnage qui l'a. 8 PV, ce qui n'est pas négligeable non plus. Bref, un très très beau perso, à voir le coup en point évidemment, mais le profil est super appétissant. Bon, et on va finir avec ce que j'ai peint. Cette semaine, je n'ai peint qu'une seule figurine, mais pas n'importe laquelle, c'est Fulgrim. Ça faisait des mois qu'il traînait dans mon placard et que j'avais peur de me lancer dessus. Surtout à cause des ailes. J'avais peur de ne pas réussir à faire des ailes qui étaient à la hauteur de cette figurine. Et donc je m'étais entraîné sur 3 princes démons ailés où j'avais fait des combinaisons de couleurs différentes. J'en ai un qui a des ailes plutôt noires éclaircies en gris, j'en ai un qui a des ailes violettes éclaircies en gris plus clair, et j'en ai un qui a des ailes couleur peau de démon de Slanesh, donc une espèce de Slanesh grey un peu violacé mais plutôt très clair. Aucun de ces rendus ne me plaisait vraiment, et donc j'ai décidé de tester complètement autre chose sur Fulgrim. Je suis plutôt content du résultat. Il y a quelques trucs que je finirais peut-être par retoucher à un moment aussi. Globalement, il a été sous-couché en noir, parce que là, avec une base de blanc, j'avais peur de ne pas pouvoir réussir à atteindre vraiment tous les détails. Toute la queue et ce qui est un peu bleu-vert a été peint avec du Incubite Darkness. C'est aussi la base que j'ai mise sur toutes les ailes de Fulgrim. La queue et la base de son corps, c'est du Incubite Darkness, que j'ai ensuite éclairci progressivement avec du Stegadon Scale Green, et que j'ai fait en wet blending pour tirer sur du violet avec l'endroit où le corps rejoint plutôt le torse de Fulgrim et là où les ailes rejoignent les bras de Fulgrim. Donc c'est tout un mix entre du Incubite Darkness, du Stegadon Scale Green, du Phoenician Purple et des violets de plus en plus clairs pour éclaircir tout ça. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal, il y a un peu de brossage à sec sur les écailles en Stegadon Scale Green, puis mélangé avec du Fenrisian Grey de plus en plus gris et blanc, et ensuite il y a tout un ancrage en Phoenician Purple sur quasiment l'intégralité de la figurine pour lier le tout et donner une teinte un peu mauve. Et ensuite, je suis repassé sur quasiment toutes ces couleurs pour les démauvifier, pour laisser que le mauve et le pourpre dans les creux et améliorer un peu tout le rendu autour. L'armure, c'est le doré de base du Retributor Armor, et les parties dorées qui sont un petit peu plus claires, c'est du Retributor Armor mélangé avec une peinture très argentée, très, très brillante, pour essayer de donner un côté plus vif. Donc ça permet d'avoir une différence de couleur entre les plaques d'armure. Après, les cheveux, c'est du blanc que j'ai là aussi ancré au Phoenician Purple et que j'ai rebrossé, puis fait un lavis de blanc par-dessus pour vraiment diminuer le côté violet, mais garder cet aspect un peu démoniaque, bizarre. Le métal, c'est juste du métal traité comme d'habitude. Bref, je suis assez content du rendu final. Il y a quelques trucs que je veux améliorer, l'espèce de petite cape qu'il a derrière lui, le rose, je suis pas super content des dégradés de couleurs, je trouve qu'ils sont trop marqués. J'aimerais lisser un peu tout ça, donc il faut que je trouve peut-être une contraste un peu rose qui permettrait de mieux lier les teintes entre elles. Peut-être redétailler un petit peu mieux les ailes aussi, surtout les membranes, les espèces d'armatures osseuses. J'aimerais les faire ressortir un petit peu plus comme ça. Là, j'ai fait des éclaircissements ultra légers sur les plis et tout des ailes, mais je pourrais les forcer un tout petit peu plus. Mais globalement, je suis plutôt content du résultat. Je trouve qu'il a une bonne gueule, il se marie très bien avec mon armée, et il a un côté plus sombre, plus inquiétant que mes Emperor Children qui sont vraiment rose, flashy et noir. Lui, il est vraiment plus dans des mauves et des violets, presque des couleurs un peu ternes. Ce qui fait que du coup, je trouve qu'au contraire, voilà, c'est peut-être pas logique en termes de fluff et de lore parce qu'il ressort moins que ses potes, mais je trouve le rendu plutôt correct. Je suis assez content du résultat. J'ai un peu galéré sur tout ce qui était la peau exposée et la chair un peu rougeâtre comme la musculature là qui laisse voir. J'ai eu du mal à trouver des teintes qui me plaisaient. Et je suis toujours pas 100% satisfait. Peut-être que je pourrais apporter plus de lumière en les rééclaircissant un petit peu encore par-dessus, mais au global, pour l'instant, je vais pas le toucher, je vais passer à autre chose, et puis je reviendrai dessus quand j'aurai envie, pour, voilà, si je me sens de vraiment le rebooster un peu, et de rendre les couleurs encore un peu plus vives. Mais là, je suis pas mécontent du résultat, je le trouve plutôt réussi pour un Primarch démon, je suis assez content de ce que j'ai fait.
Bref, je vais m'arrêter là, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, vous me direz ce que vous en pensez, c'est quoi votre setup de peinture à vous? Est-ce que vous avez un truc complètement ouf? Est-ce que c'est au contraire comme moi, bric-à-brac, et puis vous faites avec ce que vous avez qui coûte le moins cher possible? Vous me direz en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous comptez aller à la Paris Wargame Expo, ça me permettra aussi de décider si, oui ou non, j'y vais et que je m'y rends ou pas, j'ai pas encore tranché, ça dépendra de ce que j'ai à faire en termes de boulot, les vidéos qui parlent de Linux, et combien de temps j'ai besoin pour gérer tout ça, si j'ai besoin de bosser les week-ends ou pas. Et puis si je peux juste financièrement aller à Paris aussi, hein, parce que c'est toujours un peu un problème quand on part de Brest. Bon voilà, on discute de tout ça en commentaire, et puis comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien MyHobbyPlace, vous savez comment ça fonctionne, les figurines ou même le matos est plutôt moins cher que chez Games, mais en plus si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission, c'est la manière principale dont les gens soutiennent la chaîne aujourd'hui, et merci à tous pour ceux qui le font. Et puis évidemment, vous avez la page Tipeee aussi. Merci à tous les tipeurs qui nous rejoignent, tous ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Et si vous voulez nous soutenir, c'est une très bonne manière aussi. Le lien est là encore dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!